Impossible de nos jours de parler du Moyen-Âge sans qu'on ne pense tout de suite aux chevaliers, ces hommes en armure combattant à l'épée qui représentent à la fois l'idéal courtois et romantique, mais aussi le guerrier emblématique de cette période de l'histoire. Leur existence a profondément marqué notre culture et les arts, que ce soit dans les grandes épopées de Chrétien de Troyes racontant la vie d'Arthur et sa table ronde, dans la fantaisie où Tolkien nous livre une version fantasmée de la chevalerie avec le Seigneur des Anneaux, ou même, plus proche de nous, dans des œuvres comiques parodiant les pires aspects des chevaliers, façon Camelot ou Les Visiteurs, voire dans les jeux vidéo où leur imagerie est très utilisée. De l'autre côté du globe, bien qu'aujourd'hui le Japon soit devenu pour beaucoup évocateur de manga et d'animé, le pays du soleil levant a lui aussi eu dans son histoire ses propres hommes en armure combattant à l'épée, les samouraïs. Eux aussi ont laissé leur marque dans l'histoire et la culture, et ils nous inspirent aujourd'hui en canalisant tous les fantasmes et les rêves liés au pays du soleil levant, à tel point que nous les retrouvons partout. Dans le 7e art, avec les très célèbres films d'Akira Kurosawa ou bien Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, mais c'est surtout dans les mangas et les jeux vidéo qu'ils sont le plus présents, avec des séries comme Samurai Champloo ou encore Bleach, et des jeux tels que Shogun Total War ou Onimusha. Aujourd'hui, je vous propose donc de plonger à la rencontre de ces deux figures emblématiques de l'époque féodale, afin d'en apprendre un peu plus sur leurs coutumes, leur mode de vie, et peut-être de répondre à la question que tout le monde se pose, le samouraï est-il plus fort que le chevalier ? À première vue, chevalier comme samouraï sont incroyablement similaires. Tous deux combattent à l'épée et à dos de cheval, portent une imposante armure et remplissent le rôle de combattants professionnels pour de puissants seigneurs. Pourtant, en s'attardant de plus près sur ces similitudes, il est déjà possible de voir une nette différence entre les deux guerriers. Dans les armes déjà, les chevaliers européens emploient de préférence des épées longues, le plus souvent des épées bâtardes, appelées ainsi car elles s'utilisent aussi bien à une main qu'à deux, ainsi qu'un large bouclier appelé écu et décoré avec les armoiries de leur seigneur. A contrario, les samouraïs, eux, n'utilisent pas d'épée à double tranchant, mais un sabre appelé katana, manipulé généralement à deux mains et interdisant ainsi l'utilisation d'un bouclier. Ils possèdent aussi un deuxième sabre, le wakizashi, plus court et utilisé pour combattre dans des lieux clos, empêchant l'utilisation d'un katana bien plus long. Cette différence majeure dans les armes a un impact bien plus important qu'on pourrait le croire. Si le samouraï est un guerrier à l'art martial raffiné, le chevalier européen, lui, est clairement un bourrin. Et cela se traduit aussi par le reste de la panoplie d'armes qu'il a à sa disposition, toutes plus violentes les unes que les autres. La flamberge, conçue pour maximiser les dégâts avec sa forme ondulée, le fléau d'armes, pensé pour broyer les os de l'adversaire par-dessus un bouclier, ou bien la masse d'armes, également appelée Morning Star, littéralement pensée pour broyer les os de l'adversaire. Enfin, bien qu'ils portent tous deux une armure, celle des samouraïs est clairement la plus légère et fragile. Pensée pour faciliter le mouvement et l'agilité, elle est constituée de plaques de cuir et de métal, pratiques et flexibles, et arbore des motifs et une structure censée intimider l'adversaire. Bien qu'au cours de l'histoire de la chevalerie, l'armure des chevaliers européens ait pris de nombreuses formes, elle se distingue là aussi de celle des samouraïs par le besoin de protection primant sur l'agilité, et au fur et à mesure de l'amélioration des techniques militaires, elle devient de plus en plus massive et lourde. Mais chevaliers comme samouraïs ne sont pas seulement des guerriers, et une part de leur aura est liée à leur mode de vie, et surtout à leur code de conduite. Pour les chevaliers, tout commence à l'adoubement, une cérémonie au cours de laquelle son parrain pose la lame de son épée sur ses épaules, réalisant ainsi la collée, et le chevalier récite alors un serment solennel avec la main posée sur l'évangile. Car oui, le chevalier européen est avant tout chrétien. Une grande partie de son code de conduite est dictée par l'Église, qui est alors au cœur de la vie médiévale, et le chevalier doit mettre son épée à son service. On attend ainsi de lui qu'il défende la veuve et l'orphelin, combatte pour la justice et parte en croisade afin de protéger la civilisation chrétienne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les guerres ne sont pas si fréquentes que ça au Moyen-Âge. Par exemple, on ne combat pas en hiver à cause des conditions climatiques, ni lors des périodes saintes, ni même les dimanches. Pour ne pas perdre la main, gagner leur vie, mais aussi prouver leur valeur même en temps de paix, les chevaliers se battaient donc dans des tournois. Que ce soit par des joutes à cheval spectaculaires, des combats emmêlés au cœur d'une arène, ou même plus étonnant encore, des jeux d'adresse, les chevaliers y trouvaient aussi là un moyen d'impressionner les dames, un autre aspect important de leur vie. La courtoisie, qui avant désignait toutes les qualités d'une vie de noble, prend une dimension amoureuse sous la plume des premiers romanciers comme Chrétien de Troyes.
On invente alors l'amour courtois, et les chevaliers incarnent l'idéal romantique pour toutes les dames de la cour. Et c'est là tout le paradoxe des chevaliers, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas de simples brutes à l'hygiène douteuse. Même si c'était quand même un peu le cas. C'est sûr, le chevalier est avant tout un guerrier, mais il est aussi souvent un homme de lettres raffiné qui apprend poèmes et histoires antiques pour séduire les dames de la cour. En ce sens, il se rapproche des samouraïs pour qui la culture et l'éducation sont une composante primordiale de leur vie. Ils ont aussi comme vertu la bienveillance, la sincérité ou le courage, mais plus important encore pour eux, c'est le respect d'un code d'honneur et d'une discipline très stricte qui rythme la totalité de leur existence. Enfant, le futur samouraï, qui est la plupart du temps le fils d'un autre samouraï, est rapidement mis dans l'ambiance. À peine sait-il parler qu'on lui apprend à réprimer toute forme d'affection et de plaisir, un peu comme les Jedi, ses seules activités étant l'entraînement physique et aux arts martiaux comme le kenjutsu, l'art du sabre, ou le kyujutsu, la maîtrise de l'arc. On lui apprend aussi à n'avoir peur ni être dégoûté de rien, le forçant à assister à des exécutions ou à côtoyer de près des cadavres démembrés, car pour un samouraï, il est aussi impensable d'avoir peur de la mort. C'est cet aspect crucial de leur existence, représenté par le Bushido, en français la voie du guerrier, qui fait d'eux de véritables machines à tuer que rien n'arrête. Loyauté à leur seigneur et honneur sont ainsi au cœur de leur doctrine, explique notamment une des pratiques les plus spectaculaires des samouraïs, le suicide rituel. Si le harakiri, signifiant littéralement ventre coupé, permet à un samouraï de se racheter d'une faute grave en se donnant la mort, le seppuku, lui, est un moyen de mettre fin à son existence de la manière la plus honorable possible, c'est-à-dire en s'ouvrant le ventre avec un wakizashi. Cet aspect des samouraïs est pourtant à nuancer. Rares sont ceux qui se donnaient véritablement la mort, et il a existé de nombreux samouraïs traîtres, déloyaux ou même prêts à trahir leur seigneur. Il existait également des samouraïs sans maître, appelés ronin, qui souvent se retrouvaient dans cette situation après la mort de leur seigneur, ou bien lorsqu'une faute grave les avait fait fuir après qu'ils n'aient pas eu le courage de se donner la mort. Maintenant, en quoi samouraïs et chevaliers sont-ils similaires, si au final ils se distinguent à la fois dans leurs armes et leur code de conduite ? C'est sans doute parce que leurs origines sont au final presque les mêmes. Ils sont tous deux apparus dans une période où l'absence de régime politique centralisé et la féodalité avaient suffisamment fragmenté la société pour permettre à ces hommes à tout faire de devenir indispensables. En France, et plus généralement en Europe, la chute de grands empires comme l'Empire romain ou l'Empire carolingien crée un vide dans le pouvoir, rapidement comblé par de nombreux ducs et barons qui voient là l'opportunité de s'affirmer. Mais dans ce monde divisé et face aux invasions barbares, il devient important de pouvoir mettre rapidement en place une défense, et ce, malgré le fait que l'absence d'un État centralisé empêche le maintien d'une armée permanente. C'est pourquoi on crée ce système féodal, reposant sur la vassalité. Un seigneur local, qui possède un petit territoire appelé fief, jure fidélité au seigneur lui ayant accordé ce fief, qui en retour jure fidélité à un autre, etc. Ce système permet de garantir la protection du royaume, les seigneurs les plus puissants appelant ceux sous leurs ordres en cas de guerre, qui à leur tour font appel aux chevaliers. Évidemment, durant les presque 500 ans durant lesquels la chevalerie a existé, les chevaliers n'ont pas toujours été les vassaux de puissants seigneurs. Il a existé de nombreux chevaliers qui ne possédaient pas de terre, d'autres étaient au service de l'Église, et il serait trop compliqué d'expliquer toutes les subtilités de la chevalerie en une vidéo. Au Japon, c'est durant l'ère Heian, entre 794 et 1185, que les premiers samouraïs font leur apparition. De manière identique à l'Europe, c'est l'affaiblissement du pouvoir central de l'empereur du Japon qui renforça le pouvoir de petits seigneurs locaux, qui, de la même manière, s'entourèrent de soldats fidèles pour combattre. Là où les choses diffèrent d'avec les chevaliers, c'est que les samouraïs ne sont pas des propriétaires fonciers possédant un fief, mais combattent simplement pour leur seigneur. Cette période correspond aussi à un véritable chaos politique régnant sur le Japon, avec des guerres incessantes entre différents clans et des rébellions régulières contre l'empereur. Et de la même manière, lorsque la centralisation du pouvoir, par le roi en Europe et par l'empereur au Japon, a mis un terme à la féodalité, ces deux guerriers ont fini par disparaître. Aujourd'hui, seul reste leur influence et leur légende. Saigo Takamori, considéré comme le dernier samouraï, s'est donné la mort en 1877, tandis que Sir Edward Woodville, considéré aussi comme l'un des derniers chevaliers, est mort en 1488. Reste à savoir si au final, le samouraï est plus fort que le chevalier. Je vous laisse répondre à cette question par vous-même, maintenant que vous en savez un peu plus sur ces deux guerriers.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la culture et l'histoire, ni à partager cette vidéo, ou bien à nous laisser un commentaire si vous vous posez encore des questions sur les samouraïs et les chevaliers.